Allô? Allô Fabien, merci d'être avec nous en direct sur le 100.9 radio-active.com dans Turn Up. Tu es en direct de Liverpool. Oui, bonsoir Romain. Merci beaucoup pour l'invitation, merci pour l'appel. Eh ben écoute, merci à toi d'avoir accepté. On rappelle que tu es journaliste à 20 minutes. Qu'on soit clair. Alors ma première question est très simple. Comment ça se passe à Liverpool dans un concours de l'Eurovision ultra célèbre? Comment ça se passe? On peut dire que là, il y a vraiment une super ambiance à Liverpool, puisque c'est la ville des Beatles. On sait que c'est une ville qui est un centre névralgique de la pop britannique. C'est une ville où les gens aiment faire la fête, savent faire la fête, et ils le montrent, ils le démontrent. Donc, on ne pouvait pas rêver finalement meilleur endroit pour ça. Et puis, c'est vrai que là, la ville, elle est particulièrement aux couleurs du concours cette année. Toutes les couleurs du logo, le jaune, le bleu, bien sûr les couleurs de l'Ukraine, puisque c'est un concours qui est organisé à Liverpool au nom de l'Ukraine, sont présentes dans toute la rue, ainsi que la couleur rose. On voit des vitrines aux couleurs de l'Eurovision. Ça éclipserait presque l'équipe de foot et donc l'héritage des Beatles sur laquelle l'identité de la ville s'est construite. C'est vraiment assez impressionnant à voir. Hein. C'est pas tous les ans comme ça. L'année dernière à Turin, c'était un peu plus calme, mais là voilà, on sent qu'il y a une frénésie et ça monte de jour en jour à l'approche de cette finale-là. Et justement, tu parlais de cette finale qui aura lieu samedi. La première demi-finale, c'était hier. La deuxième demi-finale, jeudi. Et juste avant, quand même, le Royaume-Uni accueille finalement tout le monde, que ce soit à l'Eurovision et bien sûr le couronnement du roi Charles. C'est vraiment tous les yeux du monde entier et tourné pendant, on va dire, 15 jours sur ce pays qui est le Royaume-Uni. Comment est-ce que tu as eu le temps de discuter avec des Londoniens, avec on va dire tous les habitants du Royaume-Uni, des Anglais finalement, leur frénésie finalement c'est le cœur du monde finalement. Enfin, c'est le cœur du monde quoi. Bah oui, voilà, tous les yeux effectivement sont rivés sur la Grande-Bretagne depuis, comme vous le disiez, une semaine. Les deux événements sont un peu concordants, même d'ailleurs dans la petite vidéo d'introduction de la première demi-finale hier soir, on a vu Camilla et le roi Charles qui étaient dans les coulisses. Ils ont fait une petite apparition. Enfin, ça a été cette séquence-là enregistrée une semaine plus tôt lorsqu'ils sont venus inaugurer les lumières de la scène du concours. Mais voilà, il y a eu un petit clin d'œil qui a été fait à ça et effectivement je pense que les Britanniques sont vraiment au diapason de ça. Là, ils montrent, là en l'occurrence avec l'Eurovision, leur capacité, leur sens de l'organisation, de pouvoir faire quelque chose de bien rodé, tout en étant fun, tout en gardant une forme d'humour, le fameux flegme britannique. Parle-nous un peu plus des coulisses. Comment ça se passe réellement? Parce que nous, on voit le show à partir de 21h sur Culture Box, sur le canal 14 de la TNT. En tout cas en France, hein, sinon il y a la RTBF, etc. Comment ça se passe? Parce qu'il y a les répétitions un jour avant, finalement. Ah, mais il y a des répétitions tout le temps. En fait, c'est vraiment on va dire une course de fond. La métaphore sportive est assez appropriée. Il faut savoir qu'à l'Eurovision, là, par exemple, pour cette édition-là, les répétitions pour les pays qui participent aux demi-finales ont commencé dès le 30 avril. La France, elle a fait sa première répétition jeudi dernier, la deuxième samedi. Donc, c'est à la fois 2 passages sur scène et puis, donc, chaque pays a un créneau d'une 20aine de minutes pour faire sa répétition sur scène, donc ce qui donne l'occasion de chanter, de performer la chanson 2-3 fois, et puis entre-temps de faire des réglages avec les caméras, les effets pyrotechniques, etc. Puis ensuite, chaque délégation passe dans la viewing room, donc la salle de visionnage, où tout ce qui a été enregistré pendant la répétition est repassé au crible, et où les chefs de délégation peuvent dire, là, il faudrait plutôt un zoom, là, il faudrait plutôt un plan large, là, on va rajouter un effet pyrotechnique,
technique où là finalement la lumière blanche, on aimerait qu'elle soit plutôt bleue. Donc c'est encore des aménagements, etc. et qui sont faits de répétition en répétition. Et là en fait, la semaine de l'Eurovision, il y a des répétitions tous les jours. Là par exemple, cet après-midi, il y a eu ce qu'on appelle la dress rehearsal, donc le filage de la demi-finale de demain soir. Ce soir, c'est encore un filage vraiment dans les conditions du direct où tout le monde est en tenue et où tout est vraiment, il n'y a aucun temps mort. Hein, ça va être enregistré en backup en fait, au cas où demain il y a un problème technique dans la retransmission du concours. Donc voilà, les artistes vont chanter comme s'ils étaient en direct. Et puis demain, il y a encore une répétition l'après-midi de la demi-finale avec ce qu'on appelle le Family Show, donc qui est un show donc réservé aux familles. Les billets sont un petit peu moins chers et les artistes peuvent venir parfois pas maquillés, en jean, enfin en tenue de ville, etc. C'est assez marrant à voir parfois. Et puis le soir, donc ce sera la demi-finale en direct à partir de 21h. Et puis vendredi, rebelote avec la finale, un premier filage l'après-midi, une répétition le soir, puis le samedi, re-répétition, et puis le grand show à 21h. Oui, finalement, c'est ce que tu disais. Tout est millimétré à l'Eurovision, du premier, on va dire, la première note de voix au dernier, en passant par le magnéto, le qui, quoi, comment, le Good Evening Europe. Finalement, tout est millimétré à la seconde, à millimètre près. T'as pu voir finalement la première demi-finale hier. Je pense que, on a tous vu à la télévision, il y a eu aucun problème par rapport, on va dire un peu en Italie où moi j'ai trouvé qu'il y avait 2-3 petits trucs qui collaient pas. Et après ça c'est ma version personnelle, mais pour toi quelle a été la pire édition du concours Eurovision de la chanson, si je te le dis ça, voilà, ça, on va dire, c'est un peu méchant, mais ta pire de ces, on va dire, 6 années, malheureusement, 6 années du concours. Alors c'est difficile de dire la pire parce que chaque édition a assez haut et assez bas. Alors ce qui est marrant, c'est on parlait des problèmes techniques, des temps morts, des choses comme ça. Ce qui est assez drôle à voir pendant les répétitions, c'est que la production, entre guillemets, s'amuse à envisager un problème technique, que ce soit dans une connexion avec, par exemple, pour l'annonce des points avec Paris. Donc, pour voir comment l'animatrice ou l'animateur va réagir et puis pour qu'il se prépare éventuellement à devoir meubler, à devoir combler. Donc, voilà, il y a souvent, pendant les répétitions, c'est le moment d'imaginer que, par exemple, il y a du retard qui est pris dans l'installation d'un décor, donc, paf, il faut que la co-animatrice qui se trouve dans la green room puisse avoir quelque chose à dire, à raconter une anecdote à utiliser au cas où. Et souvent, il n'y a pas besoin de ça, mais ça permet un petit peu d'anticiper les choses. Donc pour en revenir, meilleure et pire édition, je dirais pas qu'il y a eu une pire édition. On va dire que les Suédois en 2016, à Stockholm, c'était parfaitement organisé. Eux, ils vivent au rythme, ils respirent Eurovision, donc c'était parfaitement rodé. Ils savent parfaitement construire un show. Après, on a vu l'année dernière en Italie, il y a eu ce gros problème avec un élément du décor qui était quand même assez central. C'était une sorte de soleil en demi-cercle qui pouvait pivoter. Donc, un côté écran, un côté lumière, et puis comme il était constitué d'arches, un petit peu comme un arc-en-ciel, ces arches pouvaient pivoter et puis donc se transformant en une sorte de structure autour duquel les artistes pouvaient évoluer. Donc ça, il se trouve que ce n'était pas en état de fonctionner pendant la semaine du concours, ce qui a obligé plusieurs délégations à revoir plus ou moins en profondeur leur mise en scène, et ce qui en a déstabilisé beaucoup. Il y a des artistes qui repartaient en pleurs de leur première répétition parce que ils avaient prévu des trucs assez chouettes et en fait ils ont au final dû faire des choses assez statiques. Donc il y a toujours un petit peu des aménagements comme ça à faire. Donc voilà, on va dire que c'était un peu plus compliqué techniquement à Turin, mais c'était aussi dans un contexte encore là avec des contraintes Covid. Il y avait plusieurs choses à gérer et au final, ça s'est quand même relativement bien passé. Justement, parce que moi aussi j'ai fait un sondage Twitter sur mon compte Twitter sur 311 personnes qui ont voté. L'Italie 2022 arrive à 56%, le Pays-Bas 17%,
Israël en 2019, 11%, et le Portugal, 16%. Donc c'est vraiment l'Italie qui est finalement la pire édition de l'Eurovision de ces 5 dernières années, sachant que le Pays-Bas, on va dire, a organisé 2 fois l'Eurovision coûte que coûte, puisque en 2020, l'Eurovision a été annulée pour cause de Covid. T'as discuté avec certains candidats du concours Eurovision de la chanson de cette année. Oui. On va dire un résumé de ce qu'ils ont dit. Confiant, pas confiant, stressé, pas stressé. Après tous, il y a toujours une part de stress chez chacun. Ce qui est assez amusant de voir, c'est la notion, on va dire, de ce que c'est pour eux que de représenter leur pays. On voit les Ukrainiens, bien sûr, le duo Dvorki, qui, eux, représentent leur pays en guerre et ils se sentent investis d'une mission. Ils utilisent le terme de responsabilité. À l'inverse, les Allemands, d'ailleurs, l'interview a été publiée ce matin sur 20minutes.fr. Le groupe Lord of the Lost, qui est un groupe de métal, dit nous, on vient représenter notre musique, la musique métal, mais on vient pas vraiment représenter l'Allemagne parce que on est né en Allemagne. On n'a rien fait de spécifique pour ça. On n'en est ni heureux, ni honteux, ni fier. Donc on se sent pas représenter l'Allemagne. Il y a le cas de la France avec une artiste canadienne qui donc porte les couleurs, qui défend les chansons françaises. Donc il y a différents, on va dire, différentes symboliques, différentes implications, et c'est ça qui est assez amusant de noter d'un candidat à l'autre. Et j'ai une question d'un de mes chroniqueurs de Radioactive. Vas-y. Ouais. Salut Fabien. Du coup, toi qui es à peu près dedans depuis, on va dire, en gros, une bonne semaine, j'imagine. Ouais. Oui, c'est ça. Pile une semaine là. Voilà. Alors, la question qui serait un peu sur les lèvres de tout le monde aujourd'hui, je pense. En tout cas, dans la radio. Est-ce que tu as un pronostic ? Ah, c'est pas bête en plus. Tu voulais la poser peut-être. Désolé, je t'ai piqué. Non, mais c'est pas. T'as un pronostic. Qui va gagner pour toi l'Eurovision ? Moi, ça fait un petit moment là que je sens une victoire espagnole. Voilà, une chanteuse qui s'appelle Blanca Paloma, qui a une proposition, c'est un mélange de flamenco et de musique un peu plus contemporaine. C'est une chanson qui est très personnelle. Elle fait référence à sa grand-mère. C'est un hommage à sa grand-mère. Et elle a voulu sa performance comme très hypnotique. Et je trouve que pour moi, ça marche. On a l'impression vraiment pendant 3 minutes de la voir faire une sorte d'incantation à la mémoire de sa grand-mère. Il y a une émotion qui passe. Il y a une authenticité. Je pense que le public peut être sensible à cela. Et c'est vrai que d'autres artistes sont annoncés comme davantage favoris, notamment la Suédoise Loreen qui a déjà gagné il y a 11 ans. Alors elle, bien sûr, c'est toujours rodé, c'est nickel, prestation impressionnante et effectivement, ce serait pas non plus étonnant de l'avoir gagné. Mais je ne suis pas sûr que les jurys et le public la suivront complètement. Ne serait-ce que par le fait qu'elle ait déjà gagné une fois, peut-être que ça peut jouer contre elle. Ah, sérieux? Parce que moi je suis hyper surpris de ce que tu dis, parce que moi je me suis dit, mes 2 favoris sont Tattoo, ouais, de Lorraine, et bien sûr la Finlande, Cha Cha Cha. Alors la Finlande, oui, bien sûr, qui est aussi un grand favori, et je ne l'exclus pas de la liste des favoris. Il a effectivement aussi de grandes chances de s'imposer samedi. En fait, ça dépendra de l'humeur des Européens et des jurys. S'ils cherchent quelque chose de fun et d'un peu, on va dire, de très singulier, ce sera la Finlande. S'ils sont davantage de l'ordre d'une sorte de maîtrise totale, peut-être un peu froide, ça sera la Suède. Et si en revanche c'est une authenticité peut-être un peu plus brute et singulière, ce sera l'Espagne. Voilà un petit peu pour panacher mes impressions sur les 3 favoris. Moi j'en parlais avec quelques copains, et finalement là aujourd'hui, à l'heure actuelle, est-ce que ce serait pas le concours Eurovision où il n'y a pas de géopolitique, du sens? Il y a la guerre en Ukraine, mais bon là c'est bon, c'était l'année dernière. L'Ukraine a gagné, voilà. Est-ce que là cette fois-ci, on joue sur le talent cette année en tout cas? Alors, on joue bien sûr sur le talent. Alors, c'est vrai que l'année dernière, moi je trouve que les Ukrainiens qui ont gagné l'année dernière, c'était pas non plus une victoire déconnante, dans le sens où la chanson
je pense, aurait fait top 5 quoi qu'il arrive, Oui. même sans la guerre, parce que c'était une bonne chanson. Après, il se trouve qu'effectivement, dans le contexte, il y a eu une forme d'émotion. La chanson a pris une sorte de dimension particulière et a eu une résonance particulière. Et c'est aussi ça, en fait, l'Eurovision, c'est qu'on voit que d'une année à l'autre, c'est pas toujours le même type de chanson qui gagne. C'est en fait, je pense, le reflet d'un état d'esprit de l'Europe à un moment donné. Quand les Italiens de Maneskin ont gagné en 2021, je pense qu'ils gagnent en partie parce qu'ils avaient une proposition très rock, une proposition scénique. On avait l'impression d'être à un concert. Et en fait, les votants ont retrouvé l'ambiance des concerts dont ils étaient privés depuis des mois en raison des contraintes Covid. Donc, je pense qu'il y a des choses comme ça qui inconsciemment font que on se dirige vers telle ou telle chanson pour la victoire. Cette édition a encore quand même une dimension géopolitique. C'est le Royaume-Uni qui accueille au nom de l'Ukraine. Il y aura plein de références à l'Ukraine, à la culture ukrainienne tout au long de la finale de samedi. Il y en a eu aussi tout au long des demi-finales. Et on a vu aussi parmi les candidats, notamment le groupe croate Let 3, qui a une chanson qui évoque entre les lignes Vladimir Poutine, quoi. Voilà. Carrément. Psychopathe. Donc voilà, il y a quand même une dimension politique qu'on retrouve quand même toujours dans le concours, puisque une chanson n'est pas forcément, on va dire, c'est un peu la chanson de Julien Clerc, utile. À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Voilà, il peut y avoir le poids des mots, le poids des sous-entendus, des doubles sens qui joue énormément. Donc, il y aura encore une dimension politique plus ou moins notable à l'Eurovision cette année. Pour terminer, Fabien, j'aimerais avoir ta réaction par rapport à ce qui s'est passé dimanche dans ces médiatiques sur France 5 où un ancien directeur des programmes de France Télévisions et de la RTBF, Radio-Télévision flamande belge, qui a annoncé comme quoi il faisait exprès de perdre l'Eurovision parce que ça coûtait cher. On rappelle bien entendu que la Belgique a gagné le concours junior j'ai plus junior, oui c'est ça, junior Eurovision. Non, la Belgique avait gagné. Il avait été aussi chef des divertissements en Belgique à l'époque de la RTBF et à l'époque de la victoire de Sandra Kim, je crois. Donc c'est que la RTBF a effectivement publié un démenti sur ce que Yves Bigot dit. Alors moi je trouve que c'est l'éternel cliché du on ne veut pas gagner pour pas organiser. C'est ça. Je trouve ça d'une bêtise sans nom et surtout très présomptueux. C'est ce que je répète à tous ceux qui me posent la question. Ça serait partir du principe que la France, elle serait quasiment sûre de gagner si elle le voulait, quoi. Enfin, c'est vraiment. C'est ridicule. C'est vraiment avoir un orgueil quand même assez haut placé de se dire on n'a qu'à présenter n'importe quelle chanson, ou parce qu'on va présenter telle chanson que l'on estime gagnante, le monde entier va se pâmer et nous distribuer des points à foison. Non, après Yves Bigot, effectivement, je crois dans le Parisien, a précisé ses propos et a dit que c'était une discussion un petit peu entre deux portes où il envisageait une artiste dont je ne l'ai plus en tête, mais il envisageait une artiste et lui-même se disait on a une chance sur deux de gagner. Alors déjà, sa statistique est toute personnelle et le président du service public à l'époque, Xavier Bouillou-Beauchamp, lui aurait dit non surtout pas, on n'a pas l'argent pour ça ou je sais pas quoi. Mais c'était pas un ordre, c'était une discussion entre deux portes et c'est très facile de refaire l'histoire et puis d'enjoliver ça, quoi. Enfin, si on veut pas gagner pour pas organiser, il y a qu'à pas participer. La France participe chaque année et c'est l'un des plus gros contributeurs financiers au concours. Donc si elle voulait faire des économies, elle n'aurait qu'à se retirer. Après, il faut juste rappeler que la RTBF, par rapport au concours Eurovision de la chanson, a quand même supprimé 1000 emplois. Alors, je crois que la RTBF a publié une sorte de démenti ou en tout cas recontextualisé les choses en expliquant que c'était pas directement lié à l'Eurovision. Il y avait eu pas directement lié, mais un petit peu quand même. Donc après, mais le problème, c'est ce qu'on a vu, c'est avec les Irlandais dans les années 90 qui ont gagné même une fois, ils ont gagné 3 ou 4 fois dans les années 90, dont plusieurs années d'affilée. Au bout d'un moment, effectivement, c'était difficile pour leurs finances. Mais aujourd'hui, notamment l'Eurovision, il y a un budget. Alors certes, le diffuseur met la main à la poche, mais il y a aussi la mairie de la ville organisatrice, les collectivités locales, l'équivalent des régions ou des choses comme ça. Donc et puis il y a les sponsors. Enfin, c'est un budget. Voilà. Et puis
d'un pays à l'autre, il est possible de faire un Eurovision à l'économie. Tout le monde n'est pas obligé de dépenser 20 millions d'euros. Il y a eu des Eurovisions à 10 millions d'euros. Voilà, tout est envisageable, quoi. Fabien, merci d'avoir accepté mon invitation et merci beaucoup d'avoir répondu clairement à nos questions. On rappelle que tu es journaliste culture, média au Média 20 minutes. Et on retrouve bien sûr sur ton compte Twitter et bien sûr sur le site 20minutes.fr, si je me trompe pas, les coulisses de l'Eurovision. Merci encore d'avoir accepté notre invitation.